Bonjour Xenia Fedorova. Bonjour. Soyez la bienvenue. On va évidemment revenir avec vous sur la guerre au Moyen-Orient. La situation semble bloquée, tout comme le détroit d'ailleurs. Les pourparlers aussi. Alors écoutez Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a réaffirmé que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Il était hier sur Fox News. Le détroit d'Ormuz est l'équivalent d'une arme nucléaire économique qu'essaie d'utiliser l'Iran contre le monde. Et ils s'en vantent. Ils installent des panneaux d'affichage à Téhéran, se vantant de pouvoir prendre en otage 20 ou 25% de l'énergie mondiale. Imaginez si ces mêmes personnes avaient accès à une arme nucléaire. Ils prendraient toute la région en otage. Alors les États-Unis ont dit hier examiner les dernières propositions iraniennes pour essayer de débloquer le détroit d'Ormuz. Mais Xenia Fedorova, finalement, c'est toujours la question de l'uranium qui est la priorité pour les États-Unis. Oui, je pense qu'à moi, aujourd'hui, on sait très bien que pour les États-Unis, la question clé, c'est le potentiel bombe nucléaire qu'Iran éventuellement pourrait créer. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ça fait déjà des années, en fait, des décennies, qu'Iran est accusé d'être 5 minutes loin ou près de création de cette bombe nucléaire. Donc peut-être aujourd'hui, c'est ça l'objectif, parce que ça joue très bien en communication. En fait, ça peut justifier la continuation de dépenses financière dans ces conflits. Je pense que pour Iran, évidemment, que le programme nucléaire est clé, et donc Iran est en train d'essayer de séparer les deux, le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire, qu'il veut continuer à le faire. Et les États-Unis, en revanche, veut garder cette question nucléaire comme une question clé. C'est pour ça qu'un accord est difficile à trouver, parce que les objectifs sont très loin de chacun. L'Iran veut garder le droit d'utiliser l'atome pacifique, comme on dit. Oui, pour le nucléaire civil. Oui. Mais pour les États-Unis, en fait, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas seulement la création de bombes nucléaires, mais pour Iran d'avoir la capacité de créer cette bombe. C'est-à-dire qu'on parle de centrifuge, on parle de know-how, les technologies, tout ça qu'Iran a besoin pour continuer avec leur programme nucléaire pacifique. Et donc là, je pense on voit très bien que ça marche pas. Mais les États-Unis peuvent continuer à mettre la pression sur Iran, sauf que si ça continue comme ça, on parle toujours et souvent de ça, l'économie mondiale sera encore plus déstabilisée, et les conséquences de cette déstabilisation vont coûter cher pas seulement à Iran, mais aussi à l'Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. On voit déjà les conséquences. On voit déjà les débuts. Jour après jour, oui, c'est le début des conséquences. C'est le début. Et ça s'aggrave jour après jour. Sébastien Ligné. Non, mais là où Xenia a raison, c'est que c'est un petit peu un jour sans fin, cette histoire. En effet, moi, depuis que je suis gamin, j'entends à intervalles réguliers le régime iranien est à 2 semaines d'avoir la bombe atomique, si vous voulez. Et je rappelle quand même qu'en juin dernier, enfin en juin 2025, lors de la précédente intervention américaine, Donald Trump nous avait expliqué que les frappes avaient fait reculer le programme nucléaire iranien de plusieurs décennies. Tout cela pour que, moins d'1 an plus tard, on nous explique que le programme iranien est de retour et que c'est un danger majeur. Donc on a toujours une interrogation sur concrètement où en est ce programme nucléaire iranien. Le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, en tout cas en termes de communication au sein du régime iranien. C'est quand on écoute les dernières déclarations, notamment celle de ce matin, qui explique que en fait, les Américains n'ont plus le droit de dicter la politique des autres pays. C'est une déclaration d'aujourd'hui. On voit bien que le régime iranien tente de surfer sur l'anti-américanisme qui existe dans le Sud global, qui existe aussi au sein du peuple iranien. Je recommande chaudement un papier dans le Figaro du jour qui explique que des Iraniens expliquent qu'ils se sont sentis trahis par Donald Trump, qui leur avait dit allez-y, lancez l'attaque, lancez la révolution, on vous suivra. On arrive. Et donc il ne faut pas sous-estimer aussi oui, un certain rejet de l'Occident et notamment des Américains au sein de cette région, au sein du peuple iranien, et on voit que le régime tente de surfer là-dessus pour se maintenir au pouvoir. Et d'une certaine manière, l'argument du programme nucléaire, il s'inscrit là-dedans, parce que le régime iranien peut très bien dire, mais au nom de quoi ce serait aux Américains, aux Occidentaux, de décider si un État étranger a le droit ou non de posséder l'arme nucléaire ou de développer son arsenal nucléaire.
c'est un argument qui peut se tenir. Et je pense que vous avez beaucoup de pays du Sud global, on pourrait parler de l'Inde aussi, qui se tient dans cette même logique, de dire ce n'est plus aux Occidentaux de décider à notre place. C'est un argument qui fonctionne et qu'il ne faut pas le droit international balayer. doit être revu, en fait. Le droit international, en tout cas, les traités internationaux sur le nucléaire. Oui, voilà. Ouais. Je ne sais pas, C'est plutôt ces qui applique le droit international depuis 40 ans. Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un changement de ton de la part de l'Iran? Est-ce que finalement la stratégie américaine de faire un blocus sur le blocus, si je simplifie un petit peu comme ça, à propos du détroit d'Ormuz, est-ce qu'elle peut être payante et est-ce qu'elle peut faire pression sur l'Iran à tel point que les Iraniens finissent par céder? C'est une très bonne question. Je pense que c'est exactement ce que Donald Trump est en train d'essayer de faire, mettre la pression sur l'Iran pour qu'Iran cède. Sauf que par mettre la pression sur l'Iran, ils mettent la pression sur toute l'économie mondiale. Et la pression sur les États-Unis à cause de ça est aussi très, 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 très haut. Et je pense que c'est une question, est-ce que les États-Unis peuvent endurer cette double pression. Et à mon avis, qui va céder le premier? Oui, c'est la question du temps qui est cruciale, finalement. Exactement. Je pense qu'Iran, quand même, peut continuer de résister parce qu'ils ont déjà les habitudes, je pense. Ils sont sous sanction depuis des années. Ils sont capables de résister ces sanctions. Et en plus, on voit que de temps en temps, les pétroliers chinois, quand même, passent le détroit d'Ormuz. Donc, on ne peut pas dire que l'Iran est complètement bloqué dans ces contextes-là. Je pense que c'est plus compliqué les risques pour les États-Unis aujourd'hui. Et l'Iran a un avantage majeur dans cette guerre du temps, c'est que l'Iran n'étant pas une très grande démocratie, la colère populaire, je pense que le régime iranien s'en fiche royalement. On sait aujourd'hui qu'il y a une inflation alimentaire en Iran qui est calamiteuse. On a passé les 100% en plus du prix alimentaire depuis le déclenchement de la guerre. Mais en effet, ce sont des conséquences qu'on remarque dans tous les pays occidentaux. Et aujourd'hui, qui est le plus à même d'être renversé par les urnes, ou en tout cas d'être renversé démocratiquement? C'est plutôt les Américains et les États-Unis lors des midterms cet automne que les régimes iraniens, qui en a que faire de la révolte populaire, qui peut l'écraser une nouvelle fois et qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Je pense que le régime entre le régime américain et le régime iranien qui écoute moins son peuple, c'est quand même le régime iranien. Donc la colère populaire, ça ne rentre pas en jeu dans l'équation iranienne. En revanche, ça va très vite rentrer en jeu dans l'équation américaine d'ici quelques mois. Au sujet de l'uranium enrichi dont on parlait, l'uranium enrichi iranien, l'offre tient toujours, c'est Vladimir Poutine qui le dit. Écoutez, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, c'était il y a quelques jours. Cette proposition a été formulée par le président Vladimir Poutine lors de contacts avec les États-Unis ainsi qu'avec des pays de la région. L'offre tient toujours mais n'a pas été suivie d'effet. L'offre d'accueillir donc cet uranium enrichi en Russie. Xenia Fedorova, est-ce que c'est une solution qui pourrait être viable? Est-ce que les États-Unis pourraient accepter? Là, je pense que c'est encore une très bonne question, Clélie, parce que ça peut être fait partie d'une solution diplomatique. Parce que si on écoute les États-Unis, le problème, c'est le programme nucléaire d'Iran, c'est le potentiel bombe nucléaire. Donc, si la Russie joue un rôle et récupère les uraniums enrichis, ça va jouer un rôle. Mais dans ces cas, il y a une contradiction. Parce que jusqu'à maintenant, les États-Unis ne sont pas acceptés ces propositions de la Russie. Si leur objectif est vraiment d'assurer qu'il n'y a pas d'uranium suffisamment enrichi pour créer une bombe, ça pourrait être une vraie solution. Pourquoi les États-Unis jusqu'à maintenant sont dit non? Alors peut-être parce que ce n'est pas le vrai objectif, ou peut-être parce qu'il ne veut pas que la Russie joue un rôle plus important dans la médiation de ces conflits, parce que ça montre aussi que la Russie n'est pas isolée. Et en fait, la Russie a une capacité de jouer un rôle de médiateur. Pourquoi? Parce qu'il est écouté, il a en fait tout ce qui est nécessaire pour faire cette médiation. Il est écouté par les Iraniens. Ils sont alliés du régime iranien. Ils sont les partenaires stratégiques. Et le ministère des Affaires étrangères iranien est passé à Moscou, je pense il y a un jour ou 2 jours. Donc il y a toujours un contact, il garde un contact. La Russie est aussi écoutée et respectée par les pays du Sud global. Ce que Sébastien a dit, c'est très important. La dominance américaine n'est pas très bien vue par les pays du Sud global. Donc là, encore une fois, c'est une bonne chose. Et la troisième chose, la Russie a déjà
déjà joué un rôle important. Souvenez-vous, au début de ces conflits, même avant, en fait, dans les années de Condoleezza Rice, c'était un secrétaire d'État américain, qui a dit dans plusieurs interviews que c'est grâce à la Russie, en fait, ils sont trouvés en accord avec l'Iran. Donc la Russie a déjà cette expérience, travaille sur ces sujets. Et donc la vraie question, est-ce que les États-Unis vont accepter ça? Ce qui pose problème aux Américains, c'est le fait que la Russie soit en guerre avec l'Ukraine, finalement. Exactement, ils sont en train de essayer de dire voilà, qu'on ne peut pas donner la Russie un rôle de médiation parce qu'elle est en guerre et qu'elle a eu cette offensive. Mais ce sont deux choses complètement différentes, parce que la Russie peut jouer un rôle dans l'arène mondiale en diplomatie. Et en fait, mener une guerre en parallèle. Parce que la Russie a ses objectifs et négocier le paix aussi avec les États-Unis autour de l'Ukraine. Mais cette position moraliste de l'Occident, c'est ça ce qui empêche en fait de voir cet accord. Et Iran, encore une fois, c'est pas l'Ukraine, parce que Iran a les résultats de ces conflits. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que c'est les États-Unis et Israël qui sont commencé cette frappe sur Iran, qui sont en fait encouragé l'Iran de bloquer des détroits d'Ormuz. Parce que les Iraniens sont prévenus, ils sont avertis. S'il y aura les frappes, on va bloquer les détroits d'Ormuz. Personne n'a cru. En fait, il y a eu des experts qui se sont dit c'est impossible de bloquer les détroits d'Ormuz. Et où on est aujourd'hui? On est exactement là. Et en fait, si ça continuait, les conséquences économiques dans tout le monde sera énorme. Peut-être que les Américains ne veulent pas mélanger en fait les deux dossiers, les deux fronts, j'allais dire, les deux guerres. Je pense que tout est mélangé déjà. Oui, c'est bien le problème. Mais je pense qu'il y a une erreur majeure commise par les dirigeants occidentaux au déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est d'avoir cru une seule seconde qu'on pouvait mettre au banc mondial une nation aussi puissante et importante que la Russie. C'était impossible, si vous voulez. Et c'était évidemment se passer d'un acteur géopolitique majeur dans d'autres terrains de guerre. On ne peut pas mettre au banc des nations une puissance économique mondiale, une puissance nucléaire mondiale, une puissance géopolitique mondiale qui a des liens à la fois avec l'Occident, qui avait des liens avec l'Occident et le Sud global. On sait, et quand je dis on, c'est l'Europe et les Américains, on a décidé de se couper d'une troisième voie diplomatique possible. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner l'Ukraine à la Russie et qu'il faut donner le point à la Russie sur le dossier ukrainien. Mais pourquoi s'être coupé unilatéralement d'une source potentielle de discussion et d'accord géopolitique? C'était une erreur majeure.